Bonjour à tous, je m'appelle Lydia Sugar, je suis neuroradiologue à la Pitié-Salpêtrière. Je vous remercie de m'avoir invitée à ce colloque. Je vais vous faire cette présentation que j'ai intitulée « Les troubles psychiatriques sous le spectre de la neuroimagerie ». J'enlève juste ça. Alors, l'imagerie cérébrale de routine dans les troubles psychiatriques est en général normale. Elle permet d'éliminer des diagnostics différentiels d'ordre neurologique. En utilisant des techniques de neuroimagerie de recherche, on est capable de mettre en évidence in vivo des altérations structurelles et fonctionnelles chez ces patients psychiatriques qui ne sont pas visibles par la simple inspection visuelle. À l'échelle du patient, ces anomalies sont subtiles, souvent non détectables, mais en revanche, elles deviennent significatives à l'échelle du groupe, en comparaison à un groupe de sujets sains. Les causes de ces altérations structurelles et fonctionnelles sont peu claires. Elles pourraient inclure des causes génétiques et environnementales, comme une souffrance pré- ou néonatale, des causes toxiques, des traumatismes. Je vais commencer par un bref survol des techniques de neuroimagerie qu'on a à disposition. Donc des techniques de neuroimagerie utilisées en recherche notamment, avec la technique STAR qui est l'IRM, avec son versant structurel qui permet l'étude de l'anatomie en conditions normales et en conditions pathologiques, et puis le versant fonctionnel, l'IRM fonctionnel, qui permet une étude de l'activité cérébrale et de la connectivité cérébrale. Donc à côté de l'IRM, il y a les techniques de médecine nucléaire, notamment la scintigraphie et la tomographie par émission de positons, qui consistent en l'acquisition d'images après l'injection d'un radiotraceur au patient, qui permet d'étudier la perfusion et le métabolisme cérébral. Et puis, il y a d'autres techniques de neuroimagerie qui sont des techniques purement fonctionnelles et non anatomiques, que sont l'électroencéphalographie, EEG, et la magnétoencéphalographie, qui permettent également d'étudier la fonction cérébrale, la fonction cérébrale par l'étude des potentiels post-synaptiques. Voilà, c'est une synthèse un peu globale et non exhaustive des techniques de neuroimagerie de recherche. Je vais faire un focus sur ces deux techniques d'IRM, l'IRM structurel et l'IRM fonctionnel. L'IRM structurel inclut deux types d'imagerie. Il y a l'imagerie anatomique qu'on obtient à partir d'acquisition d'IRM en 3 dimensions, en pondération T1 haute résolution, et qui permettent de faire de la morphométrie, c'est-à-dire d'étudier les variations de volume de la substance grise dans le cerveau. Voici le type d'image qu'on peut obtenir pour chaque patient. Et à partir de ces images, on peut faire de la segmentation automatique qui permet de segmenter le cortex en différentes régions et de segmenter également les structures profondes. Alors, en fait, le but de ces explications-là, c'est de vous donner les clés pour comprendre le type d'anomalie qu'on est capable de détecter chez ces patients psychiatriques. Alors, une technique d'analyse qui est souvent citée dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la Voxel-Based Morphometry, la VBM, qui est une technique qu'on utilise à l'échelle du groupe et qui permet d'estimer les différences de volume de la substance grise en chaque voxel de l'image entre plusieurs sujets au sein d'un même groupe. Donc on prend un groupe de patients, un groupe contrôle, et là ces images vous montrent en rouge la carte des différences entre le groupe des patients et le groupe des sujets sains, donc les différences qui sont projetées sur un cerveau ici en 3 dimensions dans différents plans de visualisation. Et puis vous avez ici une autre représentation graphique avec en orange les cartes de différence entre le groupe de patients et le groupe de contrôle qui sont projetées à nouveau sur des images de cerveau ici en coupe, des coupes transversales, des coupes de profil, des coupes de face. Ça, c'était l'imagerie anatomique. À côté de ça, on a l'imagerie de tenseurs de diffusion. C'est une autre technique d'IRM structurelle qui est basée sur la mesure de la diffusion des molécules d'eau au sein des fibres neuronales. Elle donne une information sur l'organisation des axones au sein du cerveau. Et elle permet de détecter en conditions pathologiques des altérations de microstructura de la substance blanche qu'on peut retrouver dans des maladies neurologiques ou psychiatriques.
À partir de ces images de tenseurs de diffusion, on est capable de dériver des paramètres de diffusion à titre informatif, des paramètres qu'on peut voir dans la littérature qui s'appellent la fraction d'anisotropie et la diffusivité moyenne, qui peuvent être altérés dans les maladies neurologiques ou psychiatriques et que je vais citer dans la suite de ma présentation. Également, à partir de ces images de tenseurs de diffusion, on peut faire de la tractographie qui consiste à reconstruire en 3 dimensions des faisceaux de substances blanches, comme vous avez ici sur cette image, une visualisation d'un faisceau de substances blanches longitudinale supérieure. Et puis, il y a l'IRM fonctionnel, une autre technique de neuroimagerie qui est basée sur ce qu'on appelle l'effet Bold. L'effet Bold, ça correspond aux variations de l'oxygénation cérébrale qui peuvent être soit spontanées, soit en réponse à un stimulus et qui vont provoquer en retour des variations du signal IRM qu'on est capable de détecter. Ces variations de signal IRM, sous l'effet de ces variations d'oxygénation cérébrale, sont un reflet de l'activité cérébrale. On peut faire de l'IRM fonctionnel d'activation, c'est-à-dire lors de l'exécution d'une tâche spécifique qui va activer spécifiquement les régions cérébrales impliquées. Donc, par exemple, sur cette image, on a demandé au patient d'exécuter une tâche motrice de la main droite et on voit sur l'image une activation du cortex moteur primaire contralatéral. Et en psychiatrie, on peut utiliser des tâches cognitives, psychologiques spécifiques qui vont permettre d'étudier les processus cognitifs, émotionnels, etc. On peut également faire de l'IRM fonctionnel de repos, ce qu'on appelle en anglais le resting state, qui consiste à mesurer les fluctuations spontanées de basse fréquence de ce signal Bold au repos, donc en dehors de toute activité. Ces fluctuations reflètent l'activité neuronale de repos. On a constaté que des régions cérébrales qui sont anatomiquement distantes peuvent avoir des fluctuations synchrones de ce signal Bold au cours du temps, ce qui laisse supposer qu'elles sont fonctionnellement connectées. C'est ce qu'on appelle la connectivité cérébrale. Donc ce phénomène par lequel des régions cérébrales qui sont anatomiquement distinctes sont en fait en phase, sont synchrones, sont en phase. Connectivité cérébrale. Et voici, à titre informatif, les différents réseaux de connectivité cérébrale qui ont été définis. Ici, notamment, le réseau du mode par défaut, qui est un réseau attentionnel. D'autres réseaux, ici le réseau sensorimoteur, le réseau visuel, etc. Et ces réseaux peuvent faire l'objet d'altérations en neurologie, en psychiatrie. Un bref rappel également sur le système limbique, c'est ce réseau anatomique qui est notamment altéré dans les maladies psychiatriques, qui est impliqué dans le contrôle des émotions, dans le comportement, dans les processus de mémorisation. Alors le réseau limbique inclut des régions corticales, des régions sous-corticales, en particulier le gyrus singulaire que vous voyez ici, l'hippocampe que vous voyez ici, l'amygdale, l'hypothalamus, etc. Toutes ces régions du système limbique, elles sont connectées entre elles, notamment par le fornix que vous voyez ici, mais elles sont également connectées au néocortex qui donne des afférences au système limbique. Et elles sont ensuite connectées au ganglion de la base et au tronc cérébral, dont la fonction est modulée par ces efférences limbiques. Voilà, maintenant on va voir quelques applications en psychiatrie. Alors ce que je vais vous dire, c'est juste pour vous donner un aperçu des anomalies qu'on est capable de détecter avec ces séquences de neuroimagerie de recherche, c'est absolument pas exhaustif. Donc, dans les troubles dépressifs, des déficits anatomiques et fonctionnels ont été détectés dans plusieurs régions cérébrales, en particulier dans le système limbique qui est électivement atteint. Dans une méta-analyse qui reprenait des études qui utilisaient cette technique de voxel-based morphométrie VBM sur des sujets sur des sujets dépressifs non traités, on a mis en évidence une diminution du volume de la substance grise dans des régions préfrontales et limbiques que vous voyez ici. Vous voyez cette carte de couleur indique en fait les différences entre les sujets dépressifs et les sujets normaux. Et donc vous voyez qu'il y a une diminution du volume de substances grises dans ces régions effectivement préfrontales et limbiques ici dans les hippocampes. Plusieurs études ont également montré qu'il existe une atrophie hippocampique plus importante chez les sujets dépressifs avec épisodes récurrents,
par rapport à ce sujet avec premier épisode dépressif. Donc là, une image d'un sujet témoin donc, qui a des hippocampes normaux. Et puis vous voyez ici l'imagerie chez un sujet dépressif avec des hippocampes qu'on voit ici qui sont atrophiques. Et cette atrophie, comme je l'ai dit, est plus importante chez les sujets qui ont fait plusieurs épisodes dépressifs. En utilisant la technique de tenseur de diffusion que je vous ai présentée, on est capable de détecter des anomalies de la substance blanche qui siègent également électivement dans le circuit limbique. En particulier, des études ont rapporté une diminution de ce marqueur, la fraction d'anisotropie, qui reflète donc, des altérations microstructurales au niveau de la substance blanche. Ces anomalies étaient localisées à nouveau dans le système limbique, impliqué dans la régulation des émotions. Là, vous pouvez voir sur ce schéma en orange les diminutions de la fraction d'anisotropie chez ces sujets dépressifs comparativement aux sujets sains. En utilisant la technique de tractographie, donc la tractographie c'est cette technique de reconstruction des faisceaux de la substance blanche que je vous ai présentée, on a montré que chez les sujets dépressifs, il y a une diminution des projections de fibres axonales au niveau de la capsule interne. Donc là vous voyez ici l'aspect chez un sujet normal, avec ici la capsule interne, cette région-là à laquelle on s'intéresse, qui projette des fibres vers différentes structures. Donc vous avez ici le cortex frontal médial, vous avez ici le cortex orbitofrontal, vous avez ici le thalamus. Donc on voit que chez un sujet normal, on a des fibres nombreuses et de bonne densité. Et puis là, vous voyez chez les sujets dépressifs qu'il y a une diminution de ces projections avec une densité de fibres qui est plus faible. Et vous voyez que ces anomalies, elles sont plus importantes chez les sujets qui ont eu un antécédent de passage à l'acte suicidaire, par rapport à des sujets dépressifs sans passage à l'acte. Donc cette diminution de projection de fibres, elle pourrait traduire un risque augmenté de passage à l'acte suicidaire. Ces sujets dépressifs, peut-être pourrait-on... Si ces données sont répliquées par d'autres études, peut-être pourrait-on utiliser ces observations comme un marqueur objectif du risque suicidaire qui aiderait à identifier les patients vulnérables et à prévenir les passages à l'acte. En IRM fonctionnel de repos, resting state, on a mis en évidence des patterns d'altération de la connectivité fonctionnelle chez les sujets dépressifs, et ces patterns d'altération sont différents chez les sujets dépressifs pharmacorésistants et pharmacosensibles. On peut penser à l'avenir que l'étude de la connectivité fonctionnelle pourrait peut-être aider à une détection plus précoce des sujets pharmacorésistants et à adapter la prise en charge thérapeutique de ces patients. Toujours dans les troubles dépressifs, plusieurs études ont également mis en évidence le rôle de l'amygdale, donc cette région du système limbique, le rôle de l'amygdale pour la prédiction de la réponse thérapeutique. Dans une étude qui a utilisé la thérapie cognitivo-comportementale, on a montré qu'une activation importante de l'amygdale était associée à une meilleure réponse thérapeutique. A l'inverse, il y avait une moindre activation de l'amygdale chez les sujets traités par antidépresseurs de type kétamine. Donc ces études suggèrent qu'on pourrait peut-être à l'avenir utiliser l'activité de l'amygdale en IRM fonctionnel, utiliser l'activité de l'amygdale pour guider le traitement, donc s'orienter vers peut-être une approche de type psychothérapie plutôt que vers une approche médicamenteuse. Alors je vais passer brièvement à deux autres types de troubles psychiatriques, la schizophrénie. Dans la schizophrénie, on est également capable de détecter des déficits anatomiques chez les patients schizophréniques dès le premier épisode délirant. On a montré une perte de substances grises au niveau de certaines régions temporales, régions singulaires qui sont également impliquées dans le système limbique. Des études longitudinales qui ont comparé des sujets schizophréniques avec premier épisode délirant à des sujets schizophréniques chroniques ont montré qu'il y avait une grande variabilité de ces patterns d'atteinte, notamment aux stades initiaux. Ces déficits ils sont détectables dès le premier épisode, mais néanmoins ils sont moins importants par rapport aux sujets chroniques. Et, chose importante, il y a une progression régionale de ces anomalies au cours du temps. Une notion d'évolutivité. Je vais finir par l'état de stress post-traumatique.
Chez ces patients qui souffrent d'état de stress post-traumatique, on détecte également des altérations anatomiques et structurelles au niveau du réseau limbique. En particulier, on a un volume hippocampique qui est diminué, comme dans la dépression. Cette atrophie hippocampique, elle est corrélée à la sévérité des symptômes et à la durée d'évolution de la maladie. Et à nouveau, il y a des méta-analyses qui ont repris des études d'IRM fonctionnelles qui ont montré le rôle de l'amygdale chez ces sujets avec état de stress post-traumatique, en montrant notamment une hyperactivation des amygdales et des hippocampes chez ces patients, une hypoactivation des régions préfrontales et puis une altération de la connectivité fonctionnelle au niveau des réseaux attentionnels, exécutifs, etc. Voilà. Alors, je vais finir par des considérations plus générales sur la possibilité d'appliquer cette approche en pratique clinique. Alors, les classifications nosologiques actuelles, elles reposent sur une approche syndromique qui est basée sur la description des symptômes par les patients. Elle ne repose pas sur un substratum neurobiologique, ce qui conduit en partie à un manque de spécificité de ces classifications diagnostiques et à un succès mitigé des approches thérapeutiques. Or, la médecine et la psychiatrie en particulier a besoin d'une approche diagnostique et thérapeutique de précision. Et la neuroimagerie, la radiologie a un rôle à jouer dans cette évolution des pratiques. La psychoradiologie, ça désigne ce terme, c'est ce terme en rapport avec ce domaine d'expertise en pleine expansion qui est au carrefour entre la psychiatrie et la radiologie et dont les objectifs sont de développer des biomarqueurs d'imagerie spécifiques des troubles psychiatriques qui seraient robustes, reproductibles, objectifs. Ces biomarqueurs d'imagerie, ils aideraient à une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques sous-jacents aux troubles psychiatriques, et puis ils aideraient surtout en clinique à une aide à un meilleur diagnostic des patients, à une aide à la décision thérapeutique, au monitoring des patients sous traitement. L'autre challenge de la psychoradiologie, c'est de pouvoir transférer ces approches développées en recherche sur des groupes de patients, donc transférer ces approches vers la clinique à une échelle plus large et à l'échelle de l'individu. Pour ce faire, il faudrait que ces biomarqueurs d'imagerie soient validés en clinique. Cette validation, elle passe par la réalisation d'études multicentriques à grande échelle. Elle passe par l'homogénéisation des protocoles d'imagerie, sachant qu'à l'heure actuelle, les protocoles d'imagerie sont assez hétérogènes, centres dépendants. Et puis surtout, un autre frein, ce serait les temps d'acquisition de ces images, qui est assez long. On peut se permettre ça en recherche, mais on peut moins se le permettre en IRM, donc il faudrait raccourcir et homogénéiser ce protocole. Et ces changements, ils passent aussi bien sûr par une collaboration multidisciplinaire entre les psychiatres, neurologues, radiologues, psychanalystes, d'où l'intérêt de ce genre de réunion. Voilà, merci pour votre attention.